Salut, c'est Thomas Rozek. À partir du 28 octobre, nous vous proposons dans ce podcast une plongée dans un monde plutôt effrayant, celui de la crise des opioïdes, ou des opiacés, c'est selon. Une crise sanitaire majeure qui agite les États-Unis depuis plusieurs années. La faute à des médicaments antidouleurs dérivés de l'opium prescrits à tour de bras à des patients mal informés, à qui on s'est bien gardé de décrire les effets secondaires dévastateurs des petites pilules et surtout l'addiction qu'elles entraînent. Résultat, des milliers de nouveaux accros incapables de lâcher, contraints de se tourner vers l'héroïne ou des drogues de synthèse pour assouvir le manque lorsque les ordonnances s'arrêtent. On estime que la crise fait plus de 130 morts tous les jours aux États-Unis. Dès le 28 octobre, donc, notre série Amour, gloire et opioïdes vous emmènera là-bas, dans les méandres de cette histoire. Mais avant, nous, on a eu envie de se poser quelques questions. Qu'en est-il de la France ? Qu'est-ce qui empêcherait notre pays, qui utilise les mêmes molécules, de connaître une crise similaire ? Et d'ailleurs, des crises liées aux médicaments. Est-ce qu'il n'y en aurait pas 2 ou 3 dans les tuyaux en ce moment ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Attention aux effets secondaires, souvent passés sous silence. L'opinion dominante est encore qu'on va essayer puis on va voir. Ça prend les gens pour des cobayes. C'est donc un procès hors norme, celui du laboratoire pharmaceutique Servier à l'origine du scandale du Mediator. Prenons les choses dans l'ordre et commençons donc par les opiacés. On l'a dit, ces médicaments antidouleurs ou antalgiques, comme les appellent les médecins, existent en France aussi. J'ai passé un coup de fil à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le gendarme du médicament, c'est comme ça que les médias la présentent, puisque son rôle, c'est de surveiller les risques sanitaires présentés par les médicaments prescrits chez nous. J'ai eu en ligne Nathalie Richard, c'est la directrice adjointe chargée, entre autres, des antalgiques et des stupéfiants, et je lui ai demandé de quelle manière ces molécules à risque étaient utilisées chez nous. En France, en fait, les médicaments qui sont les plus utilisés en France comme type de médicaments, c'est essentiellement les antalgiques de palier 1, c'est-à-dire paracétamol, ibuprofène. Mais là, c'est pas des opioïdes, là, par contre. Donc ça, c'est les premiers. Donc ça représente à peu près 80% de la consommation en antalgique en France. 78% exactement. Ok ? On a 78% des douleurs qui sont traitées par paracétamol, ibuprofène. Voilà. Après, on a 20% des douleurs qui sont traitées par les paliers 2, c'est-à-dire le tramadol, la codéine. Et ensuite, on a 2% des douleurs qui sont traitées par ces opioïdes forts. Donc, vous voyez qu'on n'est pas, en tous les cas, en termes déjà d'utilisation, on n'est pas tout à fait dans les mêmes proportions qu'aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la France partait de très loin par rapport au traitement de la douleur. Et c'est vrai qu'on voit bien sûr qu'on a une augmentation des médicaments type oxycodone, fentanyl. Mais par contre, c'est pas du tout dans les mêmes proportions que l'utilisation des autres antalgiques. Le verrou supplémentaire, c'est que déjà la publicité pour des médicaments prescrits est interdite en fait pour le grand public. La seule publicité qui est autorisée en France pour les médicaments qui sont prescrits, donc comme les opioïdes, c'est uniquement une publicité vers les médecins et les pharmaciens, vers les professionnels de santé. Donc déjà des campagnes de pub comme on a vu aux États-Unis avec un présentateur qui disait c'est merveilleux l'oxycodone, je ne peux plus m'en passer, ça c'est strictement interdit. Ça n'est pas possible. Et après, le contrôle vers les professionnels de santé, les dossiers sont contrôlés avant la publicité vers les professionnels de santé par la NSM. Est-ce que cette crise américaine qui a été très largement médiatisée, et j'imagine d'autant plus dans la communauté scientifique, est-ce qu'elle a créé une forme d'alerte, ou en tout cas une forme de vigilance du côté des autorités françaises ? Exactement, on parle beaucoup de vigilance en ce moment, mais c'est vrai que le fait qu'on ait cette crise américaine nous met bien sûr en vigilance par rapport à la situation, alors à la fois en France mais également en Europe, parce qu'on travaille également avec nos partenaires européens sur ce sujet-là. Donc bien sûr on voit ce qui se passe aux États-Unis, on ne veut pas que ça arrive en France, ça c'est bien clair. Et du coup, on examine aussi des signes qui pourraient nous dire attention, là il faut vraiment être très attentif à la survenue de ce nouvel effet ou de ce nouveau fait en fait, et donc mettre en place des mesures pour éviter que les problèmes se développent. Et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que du coup on a mis en place un certain nombre d'éléments de contrôle sur la consommation, sur le remboursement par l'assurance maladie, qui nous permettent aussi de suivre cette évolution. Et pour l'instant, jusqu'ici, les indicateurs vont dans quel sens ? Est-ce que vous assistez à des phénomènes qui sont, alors certes, j'imagine en termes d'échelle pas comparables à ceux des États-Unis, mais qui sont identifiables ? Alors, ce qui nous pose un peu question,
c'est que maintenant on voit apparaître, et ça on l'a vu avec les données de l'assurance maladie en particulier, on voit apparaître des patients qui ont un traitement pour la douleur, qui ont été traités et à qui on fait une prescription tout à fait normale dans le cadre d'une douleur, et qui se retrouvent quelques mois après en difficulté par rapport à ce traitement. C'est-à-dire qu'ils deviennent par exemple dépendants ou augmentent les doses, etc. Et cette population-là, qui est un peu une population nouvelle, qui est une population qui n'est pas une population d'usagers de drogue, mais une population de malades à qui on a prescrit normalement un médicament, se retrouve en difficulté. Et ça, c'est un élément nouveau. Et ça, on est très attentif. Effectivement, cette population-là, donc elle est sur une population plus âgée et une population différente de celle qu'on pouvait voir avant, quand on avait des problèmes avec les opioïdes, qui étaient plus les usagers de drogue. Quelles sont du coup les solutions imaginées pour endiguer ou pour éviter qu'on se retrouve dans une situation qui soit comparable à celle des États-Unis ? Est-ce que ça se joue au niveau des médecins qui prescrivent, au niveau des pharmaciens éventuellement ? À quel niveau ça peut se jouer Ça se joue à tous les niveaux en fait. Tout le monde est acteur responsable pour la prévention de cette crise. C'est-à-dire qu'on est à la fois bien sûr, les prescripteurs ont un rôle fondamental justement par rapport à la prise en charge des patients, et un rôle notamment pour évaluer justement s'ils observent chez leurs patients l'apparition d'une dépendance, qu'ils soient extrêmement vigilants, qu'ils puissent orienter leurs patients, également qu'ils posent bien l'indication pour tel ou tel médicament, pour telle ou telle douleur, ça c'est également très important, et qu'ils suivent vraiment leurs patients. Il y a une responsabilité aussi du pharmacien qui a ce rôle de repérage des patients potentiellement dépendants. Il y a le rôle, bien sûr, des autorités sanitaires. Et en fait, on doit énormément informer, en particulier, d'ailleurs, les prescripteurs, justement sur des éléments nouveaux de sécurité qu'on aurait sur les produits. Et on a bien sûr informé et éventuellement prendre des mesures également. Également, bien sûr, l'industrie pharmaceutique, qui a une responsabilité par rapport à ça. Et de sa responsabilité également en termes de communication vers les professionnels de santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même des médicaments qui sont efficaces, qui ont un rapport bénéfice-risque qui est favorable, c'est simple, je sais pas si c'est simple à comprendre, mais en termes d'utilisation de ces médicaments, s'ils sont bien utilisés, s'ils sont bien prescrits, si les patients sont bien suivis, ils ont un énorme intérêt dans le traitement de la douleur, Et ça, ce n'est pas à remettre en cause, On ne remet pas en cause ces médicaments-là, On est en vigilance par rapport à leur bonne utilisation, mais on ne remet surtout pas en cause leur intérêt dans le traitement de la douleur. Surtout pas. On ne veut pas les retirer du marché. On veut juste qu'ils soient bien utilisés. Et soient bien utilisés en connaissance de cause par les médecins, également par les patients aussi, que les patients aussi prennent connaissance des problèmes qu'il peut y avoir avec tel ou tel médicament et le signalent aux médecins. Il y a aussi un rôle des patients dans cette histoire-là, bien sûr. Il y a vraiment un travail de pédagogie à faire à la fois par des campagnes, on va dire peut-être de prévention vers les patients, que les médecins également expliquent bien aux patients que quand ils ont un traitement par tel ou tel médicament, et en particulier, alors on cite beaucoup le tramadol aussi, mais les antalgiques opioïdes aussi, ce à quoi il doit s'attendre en termes peut-être d'effets indésirables, et si le patient par exemple observe qu'il a une nécessité d'augmenter les doses, ou qu'il a un certain nombre d'effets secondaires, qu'il ressent qu'il devient dépendant aux médicaments, le patient aussi doit être informé. Mais ça passe par de la pédagogie, ça passe par de l'information des professionnels et de santé, également des patients. Ces protections, elles n'empêchent pas les crises sanitaires. Il suffit pour s'en convaincre de regarder l'actualité récente. Le 23 septembre 2019 s'est ouvert le procès du Mediator, le médicament des laboratoires Servier, l'un des scandales les plus importants qu'a connu l'industrie pharmaceutique française. Le procès inédit dans sa forme va durer 6 mois. J'en ai discuté avec ma consoeur Rosanne Le Saint qui suit les débats pour Mediapart, et on a commencé par un constat: sur le banc des prévenus, il y aura les autorités sanitaires et précisément l'ANSM. Oui, avec Servier, elle va comparaître pour blessure et homicide involontaire, pour avoir laissé sur le marché le Mediator, qui était un médicament qui à la base était censé être prescrit comme antidiabétique et qui finalement était prescrit comme coupe-faim, comme amaigrissant. Est-ce qu'on peut raconter un peu, très brièvement, l'histoire du Mediator, qui est le gros scandale sanitaire de ces dernières années en France et qui a révélé surtout des modes de fonctionnement assez inquiétants, des rapports d'intérêt entre les labos, les médecins, et qui finalement pesait sur les patients derrière.
Le laboratoire français Servier produisait 2 médicaments, l'isoméride et le pondéral, qui sont des dérivés de l'amphétamine. Leurs risques pour le cœur et pour les poumons ont été prouvés. Donc en 1997, ils ont été interdits. En revanche, le Mediator, qui était commercialisé depuis 1976 donc comme antidiabétique, lui est passé entre les mailles du filet puisqu'il n'avait pas l'indication officielle coupe-faim. Donc il a continué d'être vendu jusqu'en 2009. Il y a 5 millions de Français qui en ont pris et surtout de Françaises, puisque c'était généralement des produits qui étaient donnés pour essayer de perdre des kilos après la grossesse, avant l'été, sans qu'elles connaissent les vrais risques de ce médicament, qui étaient donc des graves soucis au niveau cardiaque et au niveau des poumons. Et donc, Irène Frachon, la pneumologue de Brest, elle a commencé à cerner les gros risques dans les années 2000 du Mediator. Elle est montée au créneau, elle a essayé d'alerter partout l'agence du médicament, sans succès pendant longtemps. Il a fallu qu'elle réalise une étude, qu'elle soit appuyée par Catherine Hill, la seule de l'agence du médicament qui a bien voulu l'entendre et qui lui a donné une caution scientifique qui l'a aidée dans cette bataille pour que finalement, fin 2009, le médicament soit enfin interdit de vente sur le marché. Mais avec pour conséquence de nombreux décès sur le chemin. C'était d'ailleurs la question que posait en titre de son livre Irène Frachon, Mediator, combien de morts ? Est-ce qu'on peut mesurer l'ampleur justement des dégâts qu'a causé le médicament ? Oui, on évalue entre 500 et 2000 morts. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a toutes les personnes qui ont été opérées à cœur ouvert, qui ont des valves mécaniques et donc un espèce de tic-tac infernal qui ne s'arrête jamais parce qu'on leur a pris leur cœur naturel et qui ont des gros problèmes d'essoufflement, enfin vraiment des difficultés de santé qui sont très importants et toutes disent, si j'avais su, c'était juste pour perdre quelques kilos, évidemment, j'aurais pas pris un médicament comme ça. Ce que ça a révélé, surtout, c'était les liens parfois assez incestueux qu'il existe entre les groupes pharmaceutiques, les laboratoires qui produisent les médicaments et les professionnels de santé qui les prescrivent. C'est surtout ça qui ressort de ce scandale. Oui, alors c'est sûr que 10 ans après l'interdiction, quand on lit le dossier d'instruction, qui fait quand même, l'ordonnance de renvoi fait 677 pages, on a l'impression de lire un polar, tellement c'est gros, tellement les personnages, leur lien d'intérêt entre les experts de l'agence du médicament qui sont payés par le laboratoire Servier, qui ont leurs femmes qui travaillent au laboratoire, ça paraît vraiment énorme comme lien d'intérêt et qu'ils étaient quand même membres des institutions qui faisait perdurer l'autorisation de mise sur le marché du Mediator, donc au sein de l'agence du médicament, qui est le gendarme du médicament, qui est censé prévenir et protéger la population contre les risques sanitaires. Ça paraît vraiment grave. Alors c'est sûr, il y a eu des améliorations depuis, c'était tellement criant que depuis, il y a eu une loi anti-cadeau qui a été mise en place. Donc notamment, les entreprises pharmaceutiques doivent déclarer tous les liens d'intérêt, que ce soit les repas, les contrats de consultants, etc., qu'elles ont avec les médecins et les autres professionnels de santé, tous les acteurs de santé en réalité, et ça permet au moins d'avoir une trace effectivement des liens qui sont entretenus entre l'industrie pharmaceutique et les professionnels de santé. Parce que justement, ces liens, ils ont des effets très concrets. Je crois que tu as retrouvé toi une étude américaine, puisqu'on parlait de la crise des opioïdes aux États-Unis au début de cet épisode, qui montrait la simple influence qu'un repas pouvait avoir sur la prescription de médicaments par la suite. Oui, c'est ça. Aux États-Unis, les firmes pharmaceutiques productrices d'opioïdes qui ont offert des repas, des petits cadeaux aux médecins, ces médecins qui ont reçu ces avantages ont prescrit l'année suivante 10% de plus de médicaments à base d'opioïdes. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre. Le moindre croissant qui est donné aux internes par l'industrie pharmaceutique quand ils sortent d'une longue nuit de garde, ça joue. Comme ils ont plein de médicaments en tête, de formules à retenir, etc., plutôt que de retenir la formule chimique, ils vont retenir le nom du médicament parce que c'est le laboratoire qui les a nourris les matins en revenant de garde, quoi. Et on appelle ça le don et le contre-don. Quand on se fait offrir un cadeau, on a le sentiment inconscient de devoir d'être redevable finalement. Il y a aussi une étude qui montre que quand un essai clinique, donc c'est un essai qui est mis en place avant que le médicament soit mis en vente pour obtenir justement l'autorisation d'être mis en vente, quand l'essai clinique est financé par le laboratoire, il y a 4 fois plus de chances pour que le résultat soit positif. Ce que ça montre aussi, c'est le fait que l'État ne joue plus son rôle de formateur autour des risques et des bénéfices des médicaments et qu'en fait tout est géré quelque part par les producteurs de ces médicaments, notamment tout ce qui est colloques, tout ce qui est rencontres entre professionnels. Leur implication va concrètement très très loin.
Exactement, pour les médecins, c'est difficile d'être à la page. Il y a tellement de nouveaux traitements qui arrivent sur le marché que pour se former, ils vont à ces colloques qui sont organisés et qui sont organisés par l'industrie pharmaceutique. Donc évidemment, les entreprises pharmaceutiques qui organisent ce genre de manifestations ont davantage intérêt à insister sur les avantages des produits plutôt que sur les risques. Et comme les médecins, leur job, c'est vraiment de calculer cette balance bénéfice-risque. Est-ce que ça vaut le coup de prescrire par rapport aux effets secondaires, puisque tous les médicaments ont des effets secondaires, ils restent influencés par une partie prenante, en l'occurrence le producteur du médicament. Le Mediator, l'affaire du Mediator, c'est pas un cas isolé en France. Il y a d'autres scandales sanitaires du même type qui vont arriver eux aussi potentiellement devant les tribunaux, en tout cas qui vont nécessiter une réparation financière éventuelle de certains laboratoires. Il y a notamment 2 dossiers qui sont dans l'actualité en ce moment. Oui, alors le procès du Mediator, il a cette particularité d'être un jugement au pénal. C'est très rare parce qu'il faut vraiment réussir à prouver qui savait quoi et quand. Donc c'est vraiment pour ça qu'il est d'une si grande ampleur. Par le nombre de parties civiles, il y en a près de 2700. Enfin, c'est vraiment un procès énorme qui va durer 6 mois, titanesque. En revanche, sans aller sur le terrain du pénal, les associations de patients maintenant se dirigent vers d'autres procédures judiciaires et notamment il y a 2 associations de patients qui ont attaqué des laboratoires pour défaut d'information sur les risques encourus. Donc justement, on en parlait, la fameuse balance bénéfice-risque. Donc ces 2 médicaments, c'est l'Androcur, qui est produit par le laboratoire allemand Bayer, et puis le Propecia, qui est produit par MSD. Donc l'Androcur, c'est un médicament qui est censé être prescrit aux femmes anti-pilosité, mais vraiment quand il y a une pilosité excessive, pour le dire de manière triviale, c'est vraiment pour les femmes à barbe. Et finalement, il a été détourné de son usage pour être prescrit comme contraceptif, notamment pour les femmes qui avaient de l'endométriose ou d'autres soucis comme ça. Ce qui fait qu'il y a 89 000 femmes qui ont pris ce médicament qui était censé être vraiment pour une toute petite partie de la population. Et en 10 ans, il y a eu 500 tumeurs au cerveau qui ont été provoquées par ce médicament. Ça a été prouvé. Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, le Propecia, c'est un médicament qui est prescrit anti-calvitie et qui finalement a des chances de provoquer des dépressions, des crises suicidaires et puis des troubles sexuels. Là encore, c'est un médicament esthétique. Toutes les victimes que j'ai interrogées me disent vraiment, si j'avais su, j'aurais mis un chapeau, ou si j'avais su, en tout cas, je ne l'aurais pas pris si c'est pour avoir tous ces problèmes de santé ensuite, quoi. Est-ce que ça a changé l'attitude des patients justement vis-à-vis des labos ? Est-ce qu'on demande plus réparation aujourd'hui qu'on ne le faisait avant ? En tout cas, les patients sont plus méfiants, puisque avant il y avait des effets négatifs, mais on les connaissait moins. Depuis le Mediator, il y a eu le scandale de la dépakine, cet anti-épileptique qui a été prescrit aux femmes enceintes et qui provoque des malformations ou des troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme aux enfants. Il y a eu donc plusieurs soucis, ce qui fait qu'il y a une crise de confiance en fait. Maintenant, dès qu'il y a le moindre changement, on n'a plus forcément confiance au laboratoire producteur. C'est ce qui s'est passé avec le lévothyrox aussi. Ce qui a changé aussi, c'est que les associations ont compris le rôle de la pression médiatique et ont plus tendance à alerter les journaux et les médias qui, eux, effectivement, relaient assez facilement ce type d'histoire. Oui, alors c'est pas évident en plus parce que comme ce sont des problèmes de santé, avant le domaine de la santé était vraiment réservé au monde sacré des blouses blanches. Depuis le scandale du Mediator, Irène Frachon a vraiment beaucoup joué dans ce rôle de trait d'union entre les patients et les médecins. Et elle donne des conseils maintenant finalement aux autres lanceuses d'alerte, typiquement Marine Martin qui lutte contre les soucis provoqués par la dépakine et pour que les victimes se fassent indemniser correctement. Elles sont très proches, elle va la voir à Brest, elle lui donne des conseils, Irène Frachon, pour qu'elle réussisse à faire porter sa voix pour que le Mediator soit pas seulement l'arbre qui cache la forêt avec tous les autres scandales sanitaires qu'il y a derrière. Il y a des victimes qui sont mortes, mais il y en a beaucoup qui sont vivantes, qui sont dans une grande souffrance, une grande détresse matérielle. Et aujourd'hui encore, le combat est nécessaire pour les défendre face à un laboratoire qui refuse d'assumer ses responsabilités pleinement, pour au moins qu'il y ait une démarche de réparation, je dirais, digne vis-à-vis de ces gens-là.
Pour en revenir à notre crise américaine des antidouleurs, je vous rappelle que dès le 28 octobre, vous découvrirez le premier des 4 épisodes qui forment notre série Amour, Gloire et Opioïdes, signé Lucas Armatier, Vincent Hiver, et que vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Merci à Nathalie Richard et Rosanne Le Saint pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Victor Dubin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi donc pour notre série.